Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs systèmes d'éducation dans le monde. J'en ai pris seulement quelques-uns pour que vous ayez déjà une petite idée de ce qui se fait ailleurs, ce qui peut se faire en Asie, en Amérique, en Europe aussi, ou en Afrique, et évidemment essayer de le comparer avec le système français. C'est un peu l'objectif. Et j'ai essayé de regarder un peu ce qui était considéré comme des systèmes éducatifs innovants par rapport à ce qui se fait d'habitude, et voir également du coup, quelles seraient les idées qu'on pourrait aller piocher ici et là pour améliorer notre propre système d'éducation nationale en France, parce qu'on en a grandement besoin. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence avec Singapour, qui est connu pour son niveau en maths, un niveau d'excellence pour la plupart des élèves. Et qu'est-ce qui va caractériser justement cette excellence mathématique? Ça va être d'une part l'engagement réel de l'État pour la créativité et pour l'autonomie qui est donnée au niveau des élèves. Par exemple, une mesure qui a été faite qui, à mon sens, est fondamentale et extrêmement importante, c'est que en mathématiques, ils ont remplacé les chiffres par des petits symboles pour permettre aux enfants de bas âge en bas âge de comprendre les opérations mathématiques avec des petits objets. Et une fois que ces concepts-là sont assimilés, on peut ensuite remettre les symboles mathématiques pour les remplacer. Et on a d'autre part, évidemment, un travail qui est souvent fait en groupe, avec beaucoup de participation, pour aider l'élève à raisonner et à communiquer ses idées en classe. Donc en plus de favoriser l'entraide et la participation, les élèves sont poussés, sont incités et motivés à travailler ensemble pour résoudre des problèmes mathématiques notamment. En Finlande, il y a un système que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait apprendre en s'amusant et que le cerveau humain associait énormément l'apprentissage par l'amusement parce que ça permettait d'optimiser le processus d'apprentissage. Donc la particularité fondamentale de la Finlande, ça vient du fait que déjà son enseignement est complètement ludique et autonome, donc il favorise l'apprentissage par l'amusement et par l'autonomie de l'élève. Les journées sont plus courtes et on a plus de vacances, parce qu'on part du principe que si l'élève est capable également de travailler chez lui, eh ben on n'a pas besoin de l'assommer d'heures de cours et de semaines de cours en rallonge, on a juste besoin de lui fournir des connaissances et des compétences, et ensuite on lui met en place un système de travail qu'il peut reproduire chez lui, le soir, les week-ends et pendant les vacances qui sont plus nombreuses. Une dernière chose qui pour moi est fondamentale, c'est que les évaluations ne sont pas vues comme des sanctions. En Finlande, les professeurs, les enseignants n'ont pas le droit, par exemple, de mettre des notes en dessous de 4 sur 10. Ils n'ont pas le droit. Si c'est le cas, ça veut dire que l'élève, effectivement, est en échec sur ce chapitre-là ou ce point-là du cours, mais le professeur, l'enseignant également. Donc ça va permettre à l'enseignant de faire une remise en question de la façon dont il travaille, mais surtout de la façon dont il enseigne la chose en question, sur laquelle porte l'évaluation, aux élèves en difficulté. C'est un changement majeur par rapport au système français actuel, où on peut avoir des 0 sur 10, des 2 sur 20, etc. Et où c'est même fréquent, malheureusement. Le Japon, donc pour le troisième système d'éducation intéressant à regarder, le Japon a à mon sens une valeur, une qualité fondamentale, qui est le respect de l'enseignant, et je dirais même plus le respect de l'enseignement en général. En effet, les enfants sont dès le plus jeune âge, responsabilisés sur des tâches basiques, sur le fait de, par exemple, nettoyer la classe en fin de cours, le service à la cantine, le fait de ranger leurs affaires également. Les élèves comprennent et respectent l'importance de l'enseignement. Et ça a deux impacts majeurs. Le premier, c'est que du coup, ils sont plus motivés et ils travaillent plus parce qu'ils savent que ça a une importance primordiale dans leur vie. Et le deuxième, c'est que les professeurs, les enseignants, les parents, le cadre professoral est également plus motivé parce qu'il se sent respecté, il se sent sur un piédestal et il comprend l'importance de leur mission. Évidemment, les enseignants sont bien rémunérés, ils sont formés régulièrement, ça veut dire qu'il y a régulièrement des formations qui sont mises en place, évidemment en France aussi. Mais pour avoir suivi certaines de ces formations, je peux vous dire que bon, c'est pas mal, mais c'est pas, à mon sens, c'est pas assez poussé, les formations ne sont pas assez poussées
notamment sur, par exemple, les outils technologiques et numériques qui sont à notre disposition et qui pourraient réellement faire la différence sur l'enseignement que l'on donne à l'échelle nationale. Et une dernière chose très importante aussi pour le Japon, c'est que les enseignants sont poussés, sont motivés et incités à personnaliser leur apprentissage. Ça veut dire quoi personnaliser leur apprentissage? Ça veut dire que pour les différents niveaux des élèves qu'ils ont en face d'eux, ils vont adapter le contenu ou la façon d'expliquer le contenu à ces différents groupes d'élèves. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. En France, vous avez le même modèle d'enseignement que le McDonald's ou Pizza Hut. Je m'explique. Où que vous soyez dans le monde, vous aurez le même cheeseburger, vous aurez le même Big Mac, ça va être standardisé. En France, c'est pareil. Dans la théorie, que vous soyez à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Paris ou à Marseille, vous avez les mêmes chapitres, les mêmes cours, exactement tout pareil. Ce qui en soi n'est pas mauvais, puisque ça permet d'avoir un niveau minimum standard pour tous les élèves de France. Le problème étant que à l'intérieur, au sein même d'une classe, vous avez des niveaux complètement disparates selon les matières pour les élèves. Or, un élève qui a 3 en maths et un élève qui a 18 en maths vont avoir accès aux mêmes cours, aux mêmes exercices et aux mêmes contrôles. On voit bien qu'il y a un problème, puisqu'à la fin du chapitre, il y en a un qui a compris plus de 90%, voire 100% du cours et qui pourra le réciter et le restituer des années plus tard. Un autre qui a quasiment rien appris, quasiment rien compris, et auquel tout ce qu'il a fait pendant 3 semaines, donc le même temps que l'élève qui a eu 19, il va l'oublier dès le lendemain. Et enfin pour le dernier, celui-là est intéressant également, l'Estonie. Donc ça, je vous avoue que c'est un pays auquel je ne m'attendais pas vraiment, parce que c'est pas non plus un pays extrêmement riche selon les critères qu'on peut donner. Je n'ai rien contre l'Estonie, pas du tout. Mais j'ai été agréablement surpris, disons, de voir que le gouvernement a eu un réel changement d'état d'esprit et de mentalité par rapport à d'autres pays européens. Ils ont notamment, par exemple, misé énormément sur le numérique pour leurs élèves et sur un investissement financier, par exemple, sur les cours. Les cours, les repas sont gratuits jusqu'au collège pour tous les élèves du pays. En primaire, les enseignants conservent leur classe pendant au minimum 3 ans d'affilée, ce qui a comme effet un suivi personnalisé extrêmement rentable en termes d'efficacité, puisque l'enseignant connaît très bien ses élèves, qu'il aura suivi pendant plusieurs années d'affilée, pour être capable de corriger des défauts ou des lacunes chez certains élèves au cours des différentes années, ce qui n'est pas le cas quand un professeur récupère une classe l'année d'après. Quand un professeur récupère une classe l'année d'après, il ne sait plus ce qui se passe, c'est d'autres élèves. Et enfin, évidemment, le programme éducatif de l'État, il est tout le temps complété par un réel système de loisirs, de sport et de culture qui est géré notamment par les municipalités, et qui est présent également en France, il faut le dire, mais pas au même niveau. Voilà, en France, vous avez généralement 3 heures, 4 heures maximum de sport par semaine, vous avez 1 heure de flûte et vous avez 1h30 d'art plastique. C'est pas mal, mais en comparaison avec ce que ça pourrait permettre aux élèves de développer comme compétences, comme qualité, comme hobby, comme passion, et pour la plupart des cas comme métier potentiel, comme carrière potentielle dans les arts, la culture, le sport, et qui pour moi n'est pas assez mis en avant, surtout dans les zones un petit peu, on va dire, difficiles considérées comme difficiles par l'État en l'occurrence, et où les investissements sont très faibles. Et ben ça manque, beaucoup, ça manque énormément en France. Et oui, malheureusement, on ne figure pas dans le top du classement. J'en suis navré, croyez-moi. Pour avoir été élève et professeur et coach, je peux vous dire qu'on sent la différence. Voilà. Quand j'ai pu donner cours à des élèves qui suivaient le système anglais, anglo-saxon, le système américain, le système canadien notamment, évidemment le système marocain et français, beaucoup de choses dans le système français n'est pas optimisé à 100%. Et la seule chose qui sauve le système français actuellement, c'est l'élite.
c'est le fait que vous ayez moins d'1% des élèves qui suivent des cours particuliers de très bonne qualité, qui se préparent pour les grandes écoles, qui intègrent Polytechnique, l'École normale supérieure, Centrale, Supélec, HEC, etc. et qui du coup peuvent gérer une partie du pays ou des industries par la suite. À part ça, le niveau moyen des élèves français est très faible. Et on en parlera dans une prochaine vidéo où est-ce qu'on fera le classement des élèves selon l'étude PISA, qui permet d'étudier le niveau des élèves dans le monde, en mathématiques et dans les langues, et vous verrez les résultats de la France. C'est très faible par rapport au niveau de richesse du pays. Voilà, c'est assez triste comme situation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les élèves, comme je viens de le dire. À mon sens, les enseignants débutants ne sont pas du tout formés ou pas assez, ne sont pas assez formés du tout. Quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant en mathématiques, on m'a quasiment pas formé. J'ai eu 3 jours de formation, on m'a expliqué comment ça marchait, mais voilà, les personnes qui m'ont aidé, ce sont les autres professeurs. Et c'était pas dans le cadre d'une formation, c'était leurs conseils disparates qui me donnaient par-ci par-là, et c'était à moi d'aller les chercher, parce qu'eux-mêmes étaient un peu... voilà, eux-mêmes avaient des choses à faire, à régler, donc évidemment. Et je trouve que tout ça vient d'une seule et même cause, qui est que le ministère de l'Éducation nationale, il est trop éloigné de la réalité. J'ai l'impression que les gens qui prennent des décisions sur les milliers et les milliers de professeurs et les centaines de milliers d'élèves n'ont jamais été élèves, n'ont jamais été professeurs. Ou alors s'ils l'ont été, c'était il y a 30 ans quand le monde était vraiment différent. C'est pas du tout pour vous déprimer, hein, c'est juste pour vous expliquer ce qui va et ce qui va pas en France et quelles sont les idées, quelles sont les inspirations qu'on peut aller chercher chez nos voisins pour améliorer notre système éducatif. Parce que comme je le dis à chaque fois, l'éducation, c'est le futur de la nation. Donc il faut y prendre soin. Merci de m'avoir écouté. Très bonne semaine à vous et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.